Mais non, j'ai un blanc, c'est bon, non, mais c'est parce que j'ai de quoi dans la tête, là. OK. Fait que tu veux-tu arrêter le recording? Ouais, là? je pense. Parce que là, ben, c'est... je sais pas, je vais peut-être le Non, laisser mais là. ça vaut à peine, ça vaut à peine. Ça vaut Caroline, à qu'est-ce que peine. t'essayes de faire? T'es supposé faire l'intro. Ah non, mais j'ai de quoi de... Hey, c'est Calis que Yann a zéro capacité de concentration. Non, Je comprends pas comment t'as réussi à aller à l'école aussi longtemps pis que t'es là. Oh, look, a squirrel! Oh, look, a cat! Tabarnak! Yann, focus! C'est littéralement la première job que t'avais à faire avant de la commencer. Tu regardes ailleurs complètement. Tabarnak! Zéro capacité de concentration. On dirait qu'il est comme le, tu sais, l'espèce de mime là, qu'on n'arrête pas de voir du gars qui se tourne pour regarder la fille, là. C'est lui, ça. Mais lui, c'est pas parce que c'est une fille, c'est juste. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Wait, there's something. Ok, c'est parce que je voulais faire une ouverture quand même le fun, puis parce qu'on voulait parler de robotisation, de robots et tout ça. Fait que moi, ça a fait comme Autobots, Assemble, quelque chose de même. Mais j'étais là, c'est quoi la crise de phrase qu'Optimus Prime dit toujours? Je voulais juste ouvrir le show avec ça. Puis là, c'est ça. Fait que, la joke m'a fait de même. Ouais. Je l'ai ruiné pour toi, là, ta Ouais, joke. Finalement, ça a fait un bon intro pareil. Oh, finalement, c'est pas pire pareil. C'est quoi qu'il dit, Optimus, Caroline? Autobots. Je me rappelle plus. Je sais pas. Puis là, Sérieusement, on pourra ça, pas il y a- continuer jusqu'à temps qu'il trouve la réponse. Oui, c'est ça. Fait que on va attendre. Là. Écoutez, tout le monde, Yann, il y a une bulle qui a passé dans la tête. Puis ça va dérailler. Si on commence, là, il va arrêter, il va nous interrompre. Puis on pourra juste. On va perdre une lancée. Non, mais c'est quoi, fait c'est que terminé. tout le monde, vous êtes là, puis on attend qu'Yann, Il que trouve la bulle ait réponse. fini de passer dans la tête à Yann. C'est correct. C'est correct, bon. Autobots, it's transforming time. OK. Ok, on a oublié C'est ça. bon. C'est Fait que- fait. fait- Tu te sens bien? Fait qu'on va parler de robots. Ok? Ouais, c'est ça, Ouais. on parle de robots. Fait que tout ça pour dire que l'autre jour, quand on a fait le dernier Q&A, ça fait quelques semaines là, déjà de ça, il y avait quelqu'un qui avait posé comme question un moment donné, une question sur le chômage technologique. Bon, il avait quand même répondu pendant un bout, puis ça avait permis de parler de vieilles histoires dans le temps avec les Ludites qui voulaient péter des machines à tisser. Puis bon, tu sais, c'est un vieux mythe qui... En fait, j'ai l'impression, puis c'est peut-être une crainte qui est un peu normale, là, mais c'est que les travailleurs de toute époque ont peur d'être remplacés. Ben, dans un cas, ça revient au sujet de la semaine passée, par l'immigration ou par carrément des gens, c'est même pas de l'immigration, mais qui viennent d'une autre région, qui viennent d'ailleurs, ou tout simplement remplacés par la technologie. Là, en ce moment, la grosse peur, c'est sur l'intelligence artificielle. C'était un peu à ça que la question pointait de mémoire. Mhm. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a l'aspect aussi de la robotisation comme tel, là, des robots. Là, cette semaine, je voyais une vidéo, c'était quand même assez malade, je pense que c'était en Californie, d'un genre de robot qui rentre dans les toilettes d'un restaurant ou d'un café, puis le robot a un bras, il envoie du désinfectant dans les urinoirs puis dans les toilettes, puis il y a un autre bras qui nettoie avec une guenille, il ressort des toilettes puis il s'en va. Là, tu te dis, OK, on n'est peut-être pas rendu là partout, mais éventuellement, on peut se projeter dans un avenir où on se dit, OK, quelqu'un qui nettoie les toilettes, un humain, ben, ça va être de plus en plus rare, là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'ai envie de te dire, si ça libère la force de travail de la personne pour faire de quoi d'autre, c'est peut-être pas si... C'est ça la question, parce que... Hey, by the way, c'est Autobots Rollout. Il est pas capable. Il est pas capable. Il est pas capable. Il est pas capable. Si, il est pas capable. Tabarnak. Sérieusement, Yann, encore une fois, je suis surpris de tout le développement que tu as pu avoir avec cette capacité de concentration-là. C'est incroyable. Je comprends pas. Tu défies les règles de l'humanité en général. Sérieusement, il y a quelque chose. Faudrait qu'on soit capable de te cloner juste pour être capable de faire plus d'expériences avec des environnements différents parce que t'es une force de la nature sur ce. Mais laissons Yann puis c'est Optimus Prime de côté. C'est réglé. C'est bon. T'es content, là? C'est fini. Good. L'idée de l'automatisation,
c'est que si tu parles de l'adoption de nouvelles technologies, puis dans la tête des gens, ce qui se passe, c'est que tu substitues du capital pour du travail, mais c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. C'est que tu substitues le capital au travail dans certaines tâches. Donc, par exemple, tu remplaces, tu pourrais automatiser, mettons, c'est pas vrai que tu remplaces du capital par du travail, puis que ça affecte des professeurs d'université de la même manière que ça affecte des travailleurs dans la restauration. L'idée, c'est qu'il y a un effet sur les tâches, parce que c'est sur le type de tâches qui sont performées par les individus. Maintenant, la question si c'est bénéfique ou mauvais, ça va dépendre de deux choses. Un, la partie bénéfique, c'est le fait que si la machine est plus efficace, plus productive, les prix vont baisser. Donc, les salaires réels des gens vont augmenter en moyenne. Par contre, ceux qui vont perdre leur job, eux, vont souffrir. Et la question, c'est combien de temps ils peuvent souffrir? Très peu longtemps ou très longtemps, ou même pas du tout parce que les bénéfices de la machine sont tellement immédiats qu'ils peuvent se déplacer ailleurs. Donc, si par exemple, c'est, disons, le nettoyage des toilettes, qu'on n'a plus besoin d'avoir des concierges, puis que les concierges actuels peuvent facilement se déplacer dans une autre industrie très, très facilement, sans barrière, sans limite. Mais dans ce cas-là, ils vont bénéficier immédiatement des services, du prix des services plus bas. Ouais. Fait que la question, c'est surtout comme c'est quoi qui est remplacé, puis ceux qui sont remplacés, sur les tâches qui sont remplacées, à quel point ceux qui les effectuaient avant peuvent se réorienter en termes d'activité. C'est vraiment la meilleure manière de penser à la question de l'automatisation. C'est combien de temps ça te prend pour te déplacer vers des nouveaux métiers, des nouveaux emplois, et combien de temps ça prend pour les bénéfices des nouvelles machines d'avoir un effet sur les prix des services. C'est exactement ce que j'ai vu, Yann, cette semaine. C'est exactement ce que j'ai vu. J'en ai vu un autre. On peut le faire jouer un peu. Là. C'est un petit short là, de toilette. Je te dirais, j'en ai déjà vu un plus intense que ça encore. Mais on voit le principe un peu. Oui, on voit le principe un peu. Évidemment, il y a de l'AI en arrière de ça, puis il y a un système quand même robotique assez avancé. Là. C'est sûr que quand tu regardes les vidéos, bon, ça a l'air quand même lent. Il faut se projeter dans l'avenir. Oui, mais la machine peut travailler le soir pendant qu'il n'y a pas de clients. Tu peux la faire travailler dans des heures que normalement, faire travailler quelqu'un dans ces heures-là, c'est plus cher. Par exemple, si tu regardes, c'est à la con que je cherche ça, mais si tu regardes la littérature sur les concierges, la plupart des concierges occupent des jobs de nuit. Les jobs de nuit ont une désutilité parce que tu travailles à un moment qui est inconfortable, ça dérange d'autres parties de ta journée. Et généralement, pour le même niveau de talent, de capital humain, d'âge, d'expérience, tu accumules tout ça ensemble. Les gens qui travaillent de nuit gagnent plus qu'autrement. Tu le vois aussi, by the way, chez les gardes de sécurité. Les gardes de sécurité qui font du travail de nuit sont payés plus cher que ceux qui le font en journée. Parce que tu demandes aux travailleurs de faire quelque chose d'inconfortable, il faut que tu le compenses plus pour l'attirer à faire cette tâche inconfortable. Mais la machine, elle s'en fout un peu quand elle travaille. Fait que tu pourrais avoir des effets comme ça qui se produisent. Oui, c'est clair. C'est tout le concept de la caisse automatique. Et, c'est juste qu'on est dans des déclinaisons très, très avancées là, avec de la machinerie qui va laver des toilettes ou ce genre de choses-là. Par contre, il y a comme un genre de puis je ne suis vraiment pas un expert de la question, là, mais il y a comme deux approches là-dedans dans le développement de la robotique ou de l'intelligence artificielle, là, de ce que j'en sais. C'est qu'il y a des gens qui pensent que l'usage premier, puis ça, c'est un peu ce qu'on pensait là, plus traditionnellement, c'est que ça allait remplacer des métiers peu qualifiés. Donc, ça allait remplacer justement des gens qui nettoient des salles de bain, des gens qui servent le café dans des Starbucks, tout ça. Mais finalement, plusieurs personnes tentent à dire que finalement, remplacer quelqu'un qui conduit un camion par un robot ou une grue ou ce genre de truc-là, c'est quand même très complexe. Là. Puis pour vrai, les applications que peut avoir l'intelligence artificielle
ben ça peut très rapidement être plus facile de remplacer un dermatologue, en fait, que quelqu'un qui conduit un camion ou un métier qui va être un peu Ouais. moins qualifié parce que les nouvelles technologies, entre autres, il y a quelqu'un qui me parlait c'est une application qui a été développée par une pharmaceutique, puis dans le fond, tu prends l'application fonctionne par le machine learning à force de voir des milliers et des milliers d'images en une fraction de seconde avec un pourcentage d'erreur très faible est capable de voir si, mettons, tel type de bouton il y a une chance d'être cancéreux. Ça, c'est quand même impressionnant. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas. Les gens pensent que ça va généralement affecter toujours les unskilled, donc les travailleurs peu qualifiés. Mais c'est pas vrai. Il y a des bonnes raisons de croire que ça peut affecter des gens. En fait, on le voit présentement. ChatGPT, la personne que ça va remplacer, ça va être généralement, puis Yann le montre chaque fois qu'il écrit un texte simple avec ChatGPT pour troller des journalistes, que tu n'as plus besoin de passer 4 ans à l'université pour écrire des textes pour d'autres personnes, des textes descriptifs. ChatGPT ici remplace un travailleur qui, c'est dur de dire le mot qualifié avec journaliste, mais on va l'utiliser pour des fins de catégorisation. Il fallait être baveux un peu, là, parce que média neutre et indépendant, Céline Galipo, cette semaine, c'était glorieux, la face qu'elle a faite. Laissons ça de côté pour ceux qui sont en audio. Oui, ça pour ceux qui écoutent 4 semaines plus tard. Je m'excuse, il fallait que je le fasse. C'était un beau moment de déconfiture publique d'une personne. Mais il n'y a pas de raison de croire que c'est toujours biaisé contre les peu qualifiés. La question, c'est que l'automatisation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut avoir un effet sur la distribution des revenus. Puis c'est ça qui fâche beaucoup les gens, c'est que ceux qui produisent les machines et qui en font l'entretien ou qui sont complémentaires aux machines, donc eux sont plus productifs parce que la machine, bien, eux, la demande de leur travail va augmenter, donc leur salaire va augmenter. Donc là, ça, c'est l'autre aspect qui est vu quant aux machines, c'est est-ce que ça affecte, dans des termes absolus, certaines personnes parce que c'est difficile pour eux de se requalifier à faire autre chose, puis que ça prend longtemps pour l'effet sur les prix de se matérialiser. Et l'autre partie, c'est l'aspect relatif, c'est est-ce que il y a des gens qui bénéficient plus de telle sorte que il y a un effet sur les inégalités de l'automatisation. C'est comme ça que je pense qu'un économiste pense à la question de l'automatisation. C'est l'entièreté des paramètres qu'il faut discuter sur la chose. Ouais. Mais mettons que je me fais un peu l'avocat du diable, là, parce que j'anticipe un peu ce genre de commentaires-là. J'imagine très bien quelqu'un dire un truc comme ouais, mais quand, mettons, vous parlez du système seigneurial ou des cantons ou ce genre de truc-là, c'est facile pour quelqu'un qui fait de l'histoire économique de retourner dans le passé puis de regarder comment tel système fonctionnait. Est-ce que s'il y avait plus de liberté, moins de liberté dans dans celui-là ou celui-là, faire les comparatifs avec la réalité contemporaine, mais dans le cadre de la technologie, par exemple, comme l'intelligence artificielle, ça n'existait pas il y a 30, 40 ans, il y a dans plusieurs cas, même 10 ans, ça n'existait pas. Donc, c'est quoi la base de données pour faire des études là-dessus économiques? En fait, on a des exemples dans le passé de avant d'y aller, regardez le graphique que j'ai trouvé, les gars. Quand même assez spectaculaire. Là. Un Toyota Camry, LE, 1992-94 à peu près, ça coûte 20 000. Un petit peu en bas de 20 000. T'avances dans le temps. Christy, checker le prix, c'est capoté. Avant les cochonneries de pandémie, là, 2018, on est à 23 000. Mais c'est pas beaucoup. 3 000 $ seulement de prise le prix de l'automobile Toyota Camry a augmenté de 3 000 $ en 30 ans. À peu près 30 ans. Il y a de l'automatisation là-dedans, là, dans la chaîne de montage. Là. OK. Je suppose que je m'excuse, je regarde ton graphique, c'est pas plus 3 000. En 30 ans, c'est plus. Non, mais plus oublie les premiers, là, 90, tout ça. Tu vois que ça monte quand même vite au début des années 90. Ouais, mais là-dedans, en passant, il faut que tu tiennes une chose en compte. C'est pas la même type de voiture. Le tour de 1990, elle n'a pas de. Mais ça, j'allais là, mais regarde, oublie 90-92, tu vois que le prix était plus autour de 15 000. Ça monte quand même beaucoup. Début des années 84, mettons 94, tu arrives à 20 000 $. Tu t'en vas en 2018, puis
tu es rendu à 23 000. Oui, mais aussi, je soulignerai en plus un autre truc pour te gosser encore plus. C'est en dollars nominal, ce que tu as montré. Tu n'es pas ajusté pour l'inflation. Oui, c'est ça, exact. C'est effectivement impressionnant. Ajoute les gains de qualité. Il doit avoir eu de l'automatisation. Le taux d'inflation était beaucoup plus grand que ça sur cette période-là. Là. Normalement, au début des années 90, c'était un peu plus. Parce que ça, c'est une des perceptions que j'avais. Les prix des véhicules pendant très longtemps, on avait l'impression que ça ne montait pas. Je pense pas l'avoir halluciné, ça là. Oui, il y a toutes sortes, les véhicules électriques, tout ça. Les véhicules sont plus ce qu'ils étaient. Mais quand tu arrives à un modèle comme le Toyota Camry, qui est traditionnellement très, très beige comme véhicule, il n'y a pas beaucoup d'électronique, ou il n'y avait pas beaucoup d'électronique là-dedans. Ça a toujours été simple, la mécanique chez Toyota. Là. Ben, c'est hallucinant de voir comment que les prix ne montaient pas. C'était stable dans le temps. Vraiment, vraiment stable. Et ça, c'est l'automatisation. Là, parce que c'est pas... à un moment donné, les chaînes de montage ont tellement évolué qu'on a absorbé énormément d'inflation avec ça. Là. Ah, tu as raison. Je regarde d'autres modèles, là, par exemple. Là, ça ressemble à effectivement pas des hausses. Tu le vois, mais c'est là que tu peux le voir. Les grandes vagues d'automatisation que tu as eues dans le passé, la première grande vague, c'est sur le coton. Donc, là, les machines à coton. Que tu pouvais avoir, que tu pouvais faire plus de filaments en même temps, que tu pouvais produire plus facilement parce qu'il faut que tu transformes la ressource. La ressource, mais il faut que tu la transformes en un fil. Le fil, il faut que tu le tisses ensemble. Il y a plusieurs étapes. Mécaniser ça a eu un effet que tu regardes les prix genre du vêtement fin du 18e siècle, début du 19e. Les prix baissent super rapidement, genre du 70% de moins sur 30-40 ans. L'autre après, ça va être l'automobile que Yann vient de montrer. L'automobile, c'est un des domaines que tu peux mécaniser ou automatiser. C'est une forme, la mécanisation est une forme d'automatisation. Tu peux avoir une machine qui fait le gros de la job pour toi. Et dans ce cas-là, tu le vois, les consommateurs gagnent via le fait qu'ils sont capables davantage de consommer le bien qui devient moins dispendieux grâce à la plus grande productivité des machines. Le problème, c'est là que le plus gros du choc est contre, c'est combien de temps ça prend pour quelqu'un qui est affecté par le remplacement, parce que lui, il est substitué pour la machine, combien de temps ça lui prend pour se réentraîner. Puis, par exemple, il y a un article qui teste ça directement. Il dit l'effet de court terme est pas mal plus de long terme qu'on réalise. Fait que disons, si tu es une pauvre personne qui est remplacée par des machines, ça te prend 5-6 ans de te réentraîner à faire quelque chose d'autre. Pendant 5-6 ans, ton revenu est plus bas, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école dans des aussi bonnes écoles, tu peux pas, tu as moins de ressources que tu peux investir, etc., etc. Le résultat est que tu vas avoir moins de mobilité sociale à travers les générations. Donc, tu regardes, aux États-Unis, on a des données sur ça, ce qu'on appelle le exposure à l'automatisation. Ce que tu vois, c'est que les gens qui étaient dans le bas quartile de la population, s'ils ont été exposés à davantage d'automatisation dans la région qu'ils sont aux États-Unis. Donc là, les industries qui étaient dans cet endroit-là, se sont automatisées davantage, qu'ils ont utilisé plus de robots industriels à toute fin pratique. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins de mobilité sociale, la génération subséquente. Puis ça, c'est l'idée qu'il y a un effet négatif des machines. C'est ça qui semble alimenter les gens. Mais moi, je vais être honnête avec toi, je ne suis pas très convaincu de l'importance de ça parce que la grosse question, c'est combien de temps ça prend pour une personne de se réentraîner? Est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est lié à elle? Est-ce que c'est juste un Yann Sénéchal qui a un wiring étrange dans son cerveau que si tu lui fais changer de job, il n'est pas capable de se rewire facilement? Ou est-ce que c'est parce qu'on met des barrières à le réentraînement à faire autre chose? Par exemple, si mon métier disparaît... Super adaptatif, tout ça. J'en doute. Faut bien que je te taquine, là. Chaque fois que je suis pas là, tu t'en permets une coupe.
Fair enough. T'as pas écouté la partie Patreon du show de matin, toi? Non, pas encore. Fait que je me suis encore crémé. OK, t'es genre. C'est tellement le fun avec des amis comme ça. Hein? Pas besoin d'ennemis. C'est ça. With friends like these, who needs enemies? Puis là, tu m'as fait perdre le fil. Mais y a-tu un genre de consensus qui se dégage dans la littérature économique là-dessus? Oui, là-dessus qu'il y a les effets de court terme pour les gens au bas de l'échelle. C'est un one-time negative shock. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu payes une pénalité pendant 5, 6, 7 ans. Après ça, tu reviens à être aussi bien que tu l'aurais été si le choc ne s'était pas produit. Donc, l'exemple classique. D'où la résistance. D'où la résistance. Mais mettons l'exemple classique historique. On pourrait prendre, mettons, je ne sais pas, moi, l'arrivée des réfrigérateurs / congélateurs sur le marché des gens qui livraient de la glace. C'est sûr que... Fait que là, mettons, ça arrive, t'as quelques années très difficiles pour ces gens-là, mais je veux dire, je pense pas que ça a instauré de la pauvreté de génération en génération parce que ces gens-là ont perdu leur emploi. Leurs descendants travaillent tous dans d'autres domaines que le transport de glace. Oui, mais là, je te dirais que la question, c'est écoute, un travailleur qui vendait de la glace, c'est probablement un travailleur peu qualifié. Puis il y a d'autres industries qui pouvaient l'embaucher. Fait que, tu pouvais travailler comme vendeur de glace, mais aussi, après ça, l'usine qui faisait la fabrication des frigidaires pouvait te mettre sur la machine qui fait les frigidaires et sont capables de te payer plus cher que les tu peux devenir frigoriste, finalement. C'est ça. Fait que, la question, c'est à quel point, naturellement, c'est difficile. Puis là, je pense qu'il y a deux affaires. Puis c'est là qu'il y a beaucoup d'économistes, je pense, qui... Je ne veux pas dire qu'ils se trompent, mais ils oublient de parler de quelque chose d'important. Le premier, c'est que des fois, peut-être qu'on est trop rapide dans l'adoption de technologie, pas dans le sens qu'on devrait la ralentir, mais qu'on l'a accélérée artificiellement. Si, par exemple, tu augmentes le salaire minimum de manière éhontée, puis tu le mets en haut de ce que la productivité du travail est, bien, l'employeur qui veut toujours, vendre un certain nombre de burgers, bien, peut-être qu'il va être incité à faire un shift technologique qu'il n'aurait pas fait autrement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va remplacer, il dit que avant, ça ne valait pas la peine d'automatiser. Maintenant, ça vaut la peine d'automatiser. Si tu peux t'imaginer une sorte de hurdle, faut que tu montes une certaine colline, mais une fois que tu as monté, ça fonctionne, puis tu ne reviens plus en arrière après. C'est juste que là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu pourrais accélérer l'adoption de nouvelles technologies comme ça en mettant des salaires trop élevés, en mettant le salaire minimum trop élevé, puis que tu te retrouves avec une pénurie de travailleurs constamment, parce que tu es là, ben, je ne peux pas produire autant que je pourrais étant donné la structure du marché. Ou tu pourrais te retrouver avec une adoption trop rapide de certaines technologies. Donc là, ça peut être un négatif dans ce cas-ci. Puis là, c'est causé par la réglementation. Même chose avec des taxes sur la masse salariale, parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est le coût du travail que tu rends plus élevé, mais tu n'es pas capable d'offrir un salaire qui attire le travailleur. Parce qu'au final, l'employeur, il s'en fout de quel salaire il te donne. Ce qu'il considère, c'est combien ça lui coûte de t'employer. Si tu augmentes le coût de l'employé, ben, il va se retrouver avec ce problème-là, puis ça rend les machines plus attirantes qu'elles ne le seraient réellement. Fait qu'il y a une partie de l'automatisation qui est le résultat de mauvaises politiques publiques. Puis il y a par exemple un article qui essaie de jouer avec ça présentement il ne le fait pas exactement pour l'automatisation, mais il le fait à l'égard d'un autre choc qui marche de la même manière que l'automatisation. Puis il trouve que les endroits qui ont fait le shift plus rapidement contre l'industrie de la fabrication avec des travailleurs moins qualifiés, c'est des endroits où il y avait des lois syndicales qui étaient beaucoup plus favorables aux syndicats et que ça a fait un shift beaucoup plus radical que ce que tu aurais eu autrement. Bien là, tu pourras avoir la même chose si tu augmentes artificiellement le coût du travail. Mais il y a aussi un autre parfait que les politiques publiques peuvent faire, c'est que des fois, tu peux aussi augmenter le coût de te réentraîner comme personne. Tu sais, si tu me dis qu'avant, disons, j'étais frigoriste, parce qu'on va prendre ça comme exemple, puis là, l'industrie disparaît pour une raison X ou Y d'une nouvelle technologie, bien, comment demain matin je fais pour redevenir coiffeur, c'est ça que je veux faire. Quoique dans mon cas, moi, ça serait un peu ridicule. Mais au Québec... Tu ne peux pas te pratiquer sur toi, en tout cas. C'est ça, je ne peux pas faire de pratique, c'est un peu dur. Je peux trimer une barbe, là, puis that's it. Si, j'ai déjà vu cette page-là. Fast food, minimum wage, frequently asked questions. C'est une nouvelle loi en Californie
Donc, à partir du 1er avril 2024, ce n'est pas un poisson d'avril. Les employés de fast-food en Californie devront être payés minimalement 20 de l'heure. Quel est le résultat de ça? Il va y avoir de l'automatisation. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement. Tu devrais peut-être pas apprécier cette automatisation-là de la même manière que si elle se passe en Naturellement. l'absence, que si elle se passe naturellement. Tu sais, Ouais. c'est pas les gens ont vraiment besoin de faire une distinction là-dessus. Mais l'autre que je dirais que je pense qui est encore plus importante, c'est l'exemple du coiffeur. C'est au Québec, là, si tu veux devenir coiffeur, il faut que tu passes un paquet de crises de réglementation. Il faut que tu acquières la licence. Il faut que tu passes un certain nombre d'heures d'entraînement que tu peux avoir. Tu ne peux pas juste te présenter chez un autre coiffeur et dire je vais travailler pour moins cher pendant 1 an, mais tu m'enseignes tout. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu payes une école qui va te donner des cours. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu es en train d'imposer des coûts additionnels pour les gens, d'acquérir des nouveaux talents, d'acquérir des nouvelles connaissances. Puis là, ben, tu augmentes la période de temps que la personne souffre du choc de la transition. Puis ce que j'ai décidé de faire avec, puis là, parce qu'on va parler d'un de mes articles, avec un de mes étudiants puis une amie à moi, on a décidé de prendre le même article que je parlais tantôt qui montrait que l'automatisation réduisait la mobilité sociale entre régions, donc les places où est-ce que les gens dans le bas décile, dans le bas quartile, excuse-moi, de la population, donc le 25% le plus pauvre, comment ils sont affectés dans leur mobilité sociale en fonction de leur degré d'exposition dans la région à plus d'automatisation. Ben, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est prenons un indice de la réglementation sur les métiers. Ouais. Donc, on a des indices qui nous disent à quel point les métiers sont réglementés. Puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on imaginez là, dans votre tête une boîte, puis vous avez une boîte où est-ce que tu es très exposé à la réglementation, puis tu es très exposé, puis tu es dans un environnement avec peu de réglementation. Puis après ça, dans l'autre extrême, tu as une autre boîte qui dit que tu es super exposé à l'automatisation et que tu as un environnement hyper réglementé. Bien là, le worst, la pire place à être, c'est d'être dans un endroit où tu es super exposé et que que c'est difficile de te réentraîner. Là, ce qu'on trouve, c'est que tous les effets sur la mobilité sociale négatifs sont produits par ce groupe d'endroits aux États-Unis. Dans les endroits où tu es à faible réglementation, l'automatisation a un effet indépendant positif sur la mobilité sociale. Donc, c'était dans un endroit où tu étais automatisé, mais que tu avais peu de réglementation qui était sur les métiers. Bien, les gens pouvaient se requalifier dans des métiers qui étaient complémentaires aux machines qui étaient utilisées plus facilement. Et donc, tu avais un chiffre des travailleurs d'une industrie à l'autre plus facilement. Et donc, indépendamment de la réglementation, réduit la mobilité sociale. Ils vont être moins réglementés, c'est mieux. Et en plus, faisait l'effet de tourner l'effet, de renverser les effets négatifs de l'automatisation. Donc, les effets négatifs de l'automatisation, c'est ça la chose que je pense qui est important de souligner, c'est que c'est largement conditionnel. Puis, je pourrais te mettre ma main au feu sur la proportion que je vais dire, que 75 à 90% des effets négatifs des changements technologiques sont conditionnels aux barrières que tu mets dans les jambes des gens pour s'adapter au changement. Plus tu leur mets du sable dans l'engrenage, plus tu leur mets des barrières, plus tu rends pénibles les changements qui se produisent de manière souvent exogène. C'est pas comme si tu sais, je veux dire, des fois, il y a des machines qui arrivent dans une industrie et tu n'avais pas planifié qu'elle s'en venait. C'est juste quelqu'un a inventé de quoi, il a découvert que ça fonctionnait, puis là, ça change du jour au lendemain. Ouais. Ben, c'est un choc exogène, mais là, il va toujours en avoir. Puis la capacité de s'ajuster, ben, c'est combien de flexibilité tu donnes aux gens. Autrement dit, mettons, moi, je travaille je vis à Montréal, je travaille dans une usine, puis ils ont décidé de mettre de l'intelligence artificielle dans la chaîne de montage. Mon emploi n'est plus vraiment nécessaire. Ils me gardent pendant un certain temps, puis maintenant, je m'en vais. Ben, si je peux prendre mon char sans avoir à demander de permis, sans avoir à passer de cours particuliers, puis je peux transporter des gens du point A au point B, leur charger de l'argent, puis vivre de ça, ben,
en l'espace de quelques jours, je peux me reconvertir en attendant de faire autre chose, ou je sais pas. Mais Yep. je peux me reconvertir en conducteur de taxi / Uber / toutes les autres plateformes. Mais si, pour faire ça, je dois acquérir un permis qui coûte une centaine de milliers de dollars, je dois passer une formation, je dois faire X, Exact. Y, Z, le coût... Là, c'est ça que tu dis, c'est que le coût de l'automatisation à ce moment-là, ben là, tu vas mettre ça sur le dos finalement de la nouvelle technologie qui arrive, qui prend ta place, entre guillemets. Mais en réalité, le problème de te réorienter ailleurs, il est pas direct. Il y a une autre source que celle-là. Là. Écoute, avant d'enchaîner, je reviens à l'exemple des restaurants qui est de la législation en Californie. Je fouillais un peu. Il y a l'air d'avoir une étude qui ressort pour contrebalancer les doomsday là, qu'on entend, que le prix des burgers va augmenter ou que ça va être plus d'automation, que les gens vont perdre leur job. C'est 2 professeurs de Baker Lees qui semblent avoir produit cette Arinjet étude-là. Dubé. Tu connais ça? Ouais, Dubé, il me fait chier. Dubé, il y a un peu lequel? Dès que tu as dit Berkeley, c'est 100% sûr que c'est Arin Jahid Dubé avec Robert Reich. Ben, OK, ben Michael Reich, ça se peut-tu? Michael Reich, oui. Michael Reich. Michael Reich est là, effectivement. C'est cette crowd-là, sont les deux ensemble. Peux-tu nous en parler un peu? C'est cette gang-là, c'est eux qui systématiquement trouvent qu'il n'y a pas d'effet du salaire minimum sur l'emploi dans l'industrie de la restauration. Là, tu remarqueras que j'ai ralenti mon débit de beaucoup parce qu'il y a plusieurs conditions dans la phrase que je viens de dire. La raison, c'est que le test qu'ils ont fait, puis la méthode est vraiment originale. Ils ont pris là, aux États-Unis, comme le salaire minimum est fait par État en grande partie, bien, ils ont regardé des États qui ont augmenté leur salaire minimum, mais qui ont des comtés qui sont à la frontière avec un autre État qui n'a pas augmenté le salaire minimum. Fait que, par exemple, Kansas City, au Missouri, ça s'appelle Kansas City, mais c'est au Missouri. Puis l'État à côté, littéralement à côté, Kansas. C'est Kansas. Fait que si le salaire minimum au Missouri augmente, puis que tu as Kansas City, mais tu as des restaurants dans l'État du Kansas qui est juste à côté, bien, c'est le même marché du travail, mais il affecte juste la partie excuse-moi, du marché du travail. Donc, tu devrais voir un effet. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'il n'y a aucun effet sur l'emploi, mais c'est vraiment important ici, uniquement dans les restaurants. Puis c'est vraiment spécifique ici, la manière dont ils l'ont fait. Ils n'ont pas dit tous les travailleurs qualifiés, ils disent juste l'industrie de la restauration. Puis c'est subtil comme distinction. Puis il y a pourquoi cette industrie-là serait différente des autres? Ben, check, la grosse explication que j'ai ici. How do we square the absence of negative employment effects with the theory that higher wages means fewer jobs? The answer is power. When employers have too much power in the labor market, they can pay workers considerably less. Ça, c'est leur argument de base. Ça s'appelle la théorie du monopsone. C'est ça le nom que ça a. C'est-à-dire que comme tu es le seul employeur, tu es capable de déterminer le salaire dans le segment du marché du travail sur lequel tu es le seul employeur ou tu as une capacité de collusion avec d'autres employeurs. Mais, on tombe vite dans la collusion, je trouve. C'est le feeling que j'avais aussi. C'est un modèle qui doit impliquer pas nécessairement de la collusion où est-ce qu'ils se rencontrent, mais qu'ils ont une capacité de s'observer entre eux et que par une sorte de théorie des jeux, si tu veux, le comportement stratégique mène à l'équivalent de s'ils s'étaient rencontrés. C'est tout à fait possible. Maintenant, la raison pour les restaurants, c'est parce que c'est des travailleurs non qualifiés systématiquement. C'est eux qui sont supposés être affectés par le salaire minimum. C'est la raison que c'est utilisé dans la littérature, cet exemple-là. Le problème, c'est que je trouve que j'ai toujours... Ça, il y a bien du monde qui ont souligné ça. Premièrement, quand tu essaies de répliquer leurs résultats, souvent, il y a des choix qui sont faits qui conduisent beaucoup les résultats, mais aussi quand on utilise des études qui, au lieu d'utiliser par exemple, parce que là, ils prennent
le meilleur exemple de ça, c'est qu'ils prennent l'emploi, puis c'est la moyenne des comtés qui sont. Fait que tu sais, tu as juste 2 observations. Tu as le comté d'un côté, puis tu as le comté de l'autre. Il manque beaucoup d'histoire entre les deux. En fait, ce qu'un de mes collègues a fait, c'est qu'il a pris un autre database qui s'appelle National Firms. J'oublie c'est quoi le nom exact. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il peut prendre tous les établissements, tous les établissements dans le comté. Fait qu'au lieu d'avoir 2 observations, tu as 150 000 observations. Fait que tu as beaucoup plus de pouvoir statistique. Puis là, quand tu fais ça, on retrouve le même résultat. Puis il est largement concentré dans les gros employeurs qui mettent le plus de gens dehors. Donc, on retrouve le résultat conventionnel et c'est sans surprise. Oui, mais c'est parce que là, Mané, il doit avoir une question de seuil là-dedans. Là, c'est-à-dire que, prenons un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Tu as un restaurant dans la région de Québec, je n'aimerais pas la chaîne ni c'est quoi, mais quand je passais en face du drive, là, de la commande à l'auto, c'était écrit « Nous embauchons 18 et quelque chose de l'heure ». OK? Le salaire minimum au Québec, c'est 15,75. Ben, si, mettons, demain matin, moi, je suis le législateur, je dis, OK, désormais, vous devez minimalement payer 18 et quelque chose les travailleurs de la restauration. Ben, c'est sûr que ça n'aura aucun effet de passer de 15,75 à 18, sont déjà payés 18. Oui, bien ça aussi, c'est un autre débat qu'il y a eu. Moi, en fait, c'était une des choses que je disais. J'ai essayé d'encourager un de mes étudiants de le faire, puis il n'y a personne qui n'a jamais voulu prendre cet effort-là. C'est de réexprimer les mêmes résultats qu'eux ont eus, mais d'utiliser un point de référence qui est le salaire médian dans le marché en particulier, parce que eux autres, ils avaient juste utilisé le niveau du salaire minimum. Mais tu sais, techniquement, une des provinces qui avait le plus haut salaire minimum au début des années 2000, c'était l'Alberta. Ouais. Mais le salaire effectif d'un travailleur dans un Tim Hortons était comme 14$ de l'heure. C'était. Présentement, j'ai de la misère à penser qu'en Alberta, il y a des gens dans des chaînes de restauration comme le McDo qui gagnent réellement 14,75. Non, il y a la distribution. Mais il y a plein d'autres problèmes dans la littérature sur le salaire minimum. Puis on pourrait faire un épisode au complet là-dessus. En fait, cet été, j'ai organisé, chaque année, j'organise ça avec des collègues. L'université couvre une partie des frais. J'ai 2 ou 3 co-auteurs qui viennent. On prépare un paquet d'éléments. Puis on s'assoit dans la même salle de conférence pendant 4 jours, puis on écrit un article. Puis celui qu'on a cet été, c'est un gros article hyper controversé sur le salaire minimum qu'on pense. Puis on a déjà des résultats initiaux. Probablement que ça va être, je pense que ça pourrait être un résultat assez earth-shattering en termes d'implication parce qu'on a trouvé un setup vraiment exceptionnel. Puis on a aussi besoin du mainframe de l'université parce que là, moi, mon ordinateur, quand j'ai essayé d'utiliser les données comme on les avait, l'ordinateur, il se ferme. Il chauffe tellement que mon laptop n'est pas capable. Ouais. Faut que j'utilise le mainframe de l'université parce que c'est trop... c'est l'équivalent de traiter à peu près 10 milliards d'observations techniquement. Et le parallèle, parce que pour revenir à l'article que Yann avait apporté, le parallèle avec l'histoire du salaire minimum, ce serait de dire que dans les chaînes de restauration, peu importe si tu joues avec le coût du travail, ça n'aurait pas tendance à augmenter l'automatisation. Mais moi, j'ai tendance à penser que tout dépend du niveau avec lequel tu vas jouer là-dedans. Si tu le montes à 35$ de l'heure, inévitablement, à un moment donné, la question va se poser. Ça dépend aussi du ratio entre les coûts du travail dans tous tes coûts. Fait que, tu sais, dans l'industrie de la restauration, les gens pensent que tu es toujours le même ratio du coût du travail relativement au coût de tous tes coûts au total. Mais ce n'est pas vrai dans tous les restaurants. C'est vrai, par exemple, dans les restaurants où tu as du service aux tables. Dans une industrie où tu as un service aux tables, tu as un serveur qui vient te voir, qui vient te consulter, qui te donne des conseils. Tu lui demandes lequel des deux tu préférerais entre ces deux systèmes-là. Ton drink, ça serait quoi? Est-ce qu'il est fait avec quoi? Là, c'est toutes des questions que tu finis par poser. Ouais. Dans le fast-food, c'est différent. Celui-là, fait que c'est ça. Celui-là, avec aller genre dans un excellent restaurant montréalais comme, disons, la Queue de Cochon ou tu as du service aux tables. Tu t'en vas dans un McDonald's, tu n'en as pas de service aux tables. Ceux qui ont du service aux tables, le travail, c'est, disons, 70% des dépenses. Puis chez McDo, c'est peut-être 50% des dépenses.
C'est pas la même chose dans certaines industries. Ben, laquelle des deux tu penses qui va automatiser plus vite? Celle qui va automatiser plus vite, c'est celle qui paye le plus pour le travail. Fait que quand tu regardes souvent des restaurants où est-ce qu'il y a plus d'automatisation, c'est des endroits où tu vas voir que la part du travail, peut-être, a un effet. Le salaire minimum, par exemple, ce qu'on a observé dans la littérature, c'est que les premiers restaurants qui ont sacré du monde dehors, c'était des restaurants avec du service aux tables. Donc, il faut que tu considères un peu ça. C'est quoi que tu dois économiser? Ben, ça va varier par industrie à un très haut niveau. Mais je pense pas que ça change le point fondamental que les gens devraient comprendre ici. C'est que les dommages des changements technologiques vont toujours exister à un certain degré. Donc, imagine que la technologie fait un effet dans l'univers qui existe. Et celui-là, tu peux l'augmenter, le multiplier, le quintupler en faisant des politiques publiques où tu fais en sorte que c'est plus difficile pour les gens de s'ajuster. Ben, le problème n'est pas un problème uniquement de marché. Puis présentement, c'est ça la chose que je critique beaucoup la littérature sur ça, c'est que c'est toujours présenté comme si c'était uniquement conduit par la technologie en elle-même. Alors que, la technologie peut être des fois favorable aux travailleurs peu qualifiés. Donc, je pense que AI va avoir cet effet-là. AI est très favorable, étrangement, aux travailleurs peu qualifiés parce que eux, leur demande de service n'est pas réduite. Puis non seulement ça, mais les travailleurs semi-qualifiés, donc tu peux penser à des plombiers, à des gens qui font des travaux manuels, eux, l'intelligence artificielle réduit le prix de tous les services qu'eux consomment, comme par exemple l'écriture de contrats, la formulation de documents, les corrections de certaines choses. C'est toutes des choses maintenant qui pour eux leur coûtent. C'est ça. C'est toutes des choses que pour eux, c'est massivement réduit en termes de coûts. Ceux qui sont remplacés par AI, c'est des travailleurs beaucoup plus qualifiés. Les comptables, les fiscalistes. En fait, j'ai fait littéralement un test avec mon rapport d'impôt il y a une semaine ou deux. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai donné voici tous mes documents d'impôt. Peux-tu m'approximer c'est quoi ce que je dois au gouvernement? ChatGPT a fait une erreur de comme 5% de ce que je devais. Tu sais, c'est pas gros, là. C'est pas gros, puis ça, c'est étant donné la complexité du code fiscal. Mais ça veut dire que la demande pour des tax counselors est massivement plus basse. Ben, c'est tous des travailleurs beaucoup plus qualifiés que ça. Fait que des fois, la technologie peut être biaisé favorablement. Ce n'est pas toujours les gens au bas de l'échelle qui souffrent. Des fois, ça peut être des travailleurs hyper qualifiés qui sont remplacés par des innovations technologiques. Mais on souffre-tu vraiment? Ben, c'est pour ça, le point, c'est que je te dis, c'est qu'en moyenne, c'est qu'une innovation pourrait te nuire. Fait que, mettons, demain matin, là, tu peux remplacer comme la moitié des cours que je donne. Puis que ça fait que ça réduit la demande de mes services, mais mon salaire devrait baisser. Mais si en même temps, de l'autre bord, il y a des technologies qui réduisent le coût. Mettons que demain matin, on arrêtait de réglementer le zonage, puis que toutes les nouvelles technologies de construction qui font en sorte que des maisons, tu vois les maisons qui sont construites avec du 3D printing, ça, d'ailleurs, tu checkes des vidéos de ça, c'est magique. C'est malade. Ben là, tu vois, en béton, là. En béton, mais tu vois, ils disent avec cette technologie-là, le coût de production est 40% plus bas. Ben, Chris, ma maison va me coûter 40% moins cher. Fait que, OK, peut-être mon salaire a baissé parce que certains cours sont maintenant disponibles par des cours en ligne qui sont sur des plateformes. Le fait que ça ne coûte pas moins cher parce qu'on finit tout le temps par surréglementer. Ben, mais le point, c'est que ce n'est pas la technologie qui est le problème. Non. Le problème ici, c'est comment est-ce que l'État vient, soit des fois, c'est le résultat d'interventions passées, ou sinon de nouvelles interventions qui sont mal avisées et qui empirent la situation. Hey, sans la technologie, sérieusement, avec toute l'expansion de l'État qu'on a vécu depuis 20 ans, là, sans les arrivées de ces nouvelles technologies-là, vous n'avez pas idée comment on serait dans la merde au gouvernement. En fait, on aurait réformé depuis longtemps. Ben, en fait, je pense, ça vaut la peine peut-être de le mentionner, je pense pas qu'ils auraient été capables de faire toutes les conneries qu'ils ont faites. Sans la technologie. Là. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'ils voient, c'est que le cheval de l'innovation continue de courir si vite. Ben, je peux faire une coupe de niaiseries de plus, alors que... Les dents gratis. Ben, c'est ça. Mais le cheval avance, les dents gratis.
Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que, tu sais, quand tu dis des fois, hey, faut-tu être riche pour dire des conneries de même? Ben, il y a des sociétés, des fois, qu'effectivement, quand tu as des engines, des moteurs de croissance Ouais. qui sont aussi puissants que ce qu'on observe, ben, à un moment donné, c'est sûr, que tu vas avoir des gens qui oublient de où la prospérité vient, puis qui vont ajouter des choses qui en viennent à tuer ben, la poule qui avait pondu l'œuf d'or. Ouais, mais tu sais, je pense que ça revient un peu au podcast qu'on a fait, Yann. Puis là, pour ceux qui sont sur YouTube, ça fait plusieurs semaines, là, mais avec Sylvain Charlebois, qui nous disait, tu sais, on a un peu quand on regarde les choses, on a tendance à les voir effectivement. Souvent, on remarque les trucs négatifs, mais on ne remarque pas ce qui est positif. Le classique étant, vous allez remarquer l'augmentation de tel prix X, Y, Z de produits que vous consommez à l'épicerie. Par contre, vous ne remarquerez pas que pendant ce temps, mettons, les amandes ont baissé de prix, tel autre truc, parce que vous les consommez moins ou ce n'est pas un produit qui vous rejoint. Ça, c'est une tendance qu'on a. Mais avec l'automatisation, l'AI, on a tendance aussi à voir ce qui est détruit, mais pas ce qui est créé. Moi, je Ouais, vous l'avais raconté, j'ai assisté à une formation, c'est donné par 2 Français il y a une couple de semaines de ça. La formation s'intitulait 20 idées de business à créer avec l'intelligence artificielle. Puis là, tu sais, dans le fond, il disait, ben maintenant, tu pourrais te partir de ta propre boîte de graphisme en utilisant en utilisant les AI. Puis là, il montrait l'exemple d'un gars, il a créé une boîte française de graphisme essentiellement utilisée par les AI. Fait que, tu sais, il fait ça pour les gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Un autre avait parti une genre de petite boîte de traduction, puis il offrait ses services à des plus grosses business en disant, je peux tout traduire vos shit. Le gars fait ça avec l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, oui, ça peut détruire des trucs, mais ça a un potentiel créatif qui est immense. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on a tendance à regarder tout le temps le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Tu sais, ça libère tu sais, puis il y a probablement plein de gens qui savaient comme pas trop quoi faire de leur peau. Puis là, ils sont comme un peu fascinés par l'intelligence artificielle, puis se rendent compte que, Christy, je peux faire quelque chose avec ça. Là, maintenant, je suis capable de. Puis l'avenir est un peu à ceux qui maîtrisent les outils. Yann, je pense que tu l'as bien montré avec la rédaction de texte. Ce que tu as montré, c'est, regarde, tu peux te faire, si tu es quelqu'un qui a des idées, qui a du contenu, tu mets tes idées très claires, tu utilises les bons prompts, puis après ça, le système peut te générer un texte que tu as juste besoin de revalider un peu pour le remettre à ta sauce ou pour le contrôler qu'il n'a pas fait d'erreur que tu ne veux pas qu'il y ait dedans. Mais forcer à être un conservateur un peu. Ben, le forcer à aller dans le sens que tu veux, puis à dépasser certains biais qui, des fois, paraissent un peu trop évidents. Puis, ben, là, tu libères quelque chose qui n'existait pas avant, qui était impossible. Là, c'est la technologie qui t'a permis c'est un genre de destruction créatrice, comme on appellerait. Ouais, mais c'est un peu ça. Là. Ben, je l'ai déjà dit, je ne suis pas censé avoir le temps d'écrire des articles de journaux. Là. Avec la vie que j'ai, je ne suis pas censé avoir le temps de faire ça dans un monde où je dois l'écrire moi-même. Oui, puis des fois, des textes descriptifs n'ont pas besoin. Tu sais, un texte créatif où tu essaies d'avancer une idée originale, ChatGPT n'est pas capable. Non. Mais si tu fais juste écrire, OK, voici un verbatim de la conférence du GIEC, pas du GIEC, de la COP25, donne-moi un résumé en 800 mots de ce qui s'est dit là-bas. ChatGPT va être excellent pour ça. Mais ça, avant, il aurait fallu que tu lises le rapport, puis ça aurait été plate en bouti. Puis probablement que tu aurais lu comme la plupart des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as toujours dans toutes les hosties de publications gouvernementales, tu as le Executive Summary. Puis sinon, puis nouveau, en passant, ça devrait te dire à quel point mon commentaire tantôt sur les journalistes. Il y a maintenant les résumés pour les médias qui sont une page plus court chaque fois que le Executive Summary. Chaque fois, ça me fait rire, ça. Parce qu'il y a une subtilité là-dedans disant que tu vois que. Ah non, ils ne peuvent pas digérer autant d'informations facilement. C'est une question qu'un de nos Patreons nous a posée récemment, puis je vais vous le montrer un peu à l'écran. Je vais vous ouvrir mon. Mais avant que tu fasses ça, je veux juste ajouter de quoi sur ce que Frank a dit. Ouais, parce que quand Frank il dit là, ce qu'on voit puis ce qu'on ne voit pas, Bastia avait un super texte là-dessus.
puis ça disait, ce qu'on voit, c'est la personne qui perd son travail par le fait que la machine arrive, mais ce qu'on ne voit pas, puis ce qui est plus difficile à voir, c'est le fait que la machine est plus productive, elle réduit les prix. Puis là, tous les autres travailleurs ont plus d'argent à dépenser, puis ça veut dire qu'ils vont demander d'autres services par le fait qu'ils dépensent moins maintenant que pour le bien qui est maintenant rendu moins cher. Donc, la demande pour d'autres biens va augmenter. Ça, c'est ce que tu ne vois pas. Mais ce qu'on voit puis ce qu'on ne voit pas, Bastia, il écrivait ça pour attaquer souvent le protectionnisme ou l'idée du multiplicateur, l'ancêtre du multiplicateur keynésien. Puis, mais la chose qui n'a jamais été dit clairement de ça, c'est que le biais de ce qu'on voit puis ce qu'on ne voit pas, c'est l'origine de la pensée étatiste, de la sacralisation de l'État, parce que tu dois en venir à dire, moi, l'agent le plus brillant, moi, j'ai vu ça, et donc je dois être celui qui fait le remède, et il n'y a aucune erreur qui est causée. Et les gens vont dire, oui, c'est pour ça qu'il nous faut un homme fort, une personne qui est sacro-sainte avec du pouvoir, qui va régler les problèmes. Alors que si tu considérais ce que tu ne vois pas, tu acceptes que c'est plus complexe que ça, la pertinence de lui donner tous ces pouvoirs-là devient beaucoup plus petite. L'étatisme se carbure au problème de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas et fait tout pour pas qu'on voit ce qui est plus difficile à voir. Good. Je vais vous montrer ce que Vincent disait, là. Bienvenue en 2024. Je suis allé prendre le podcast 127 du trio économique intitulé, je vais juste fermer ça, intitulé Tax Eater et Sunset Law. OK? Malgré qu'on l'a mis en français, je pense, le vrai titre, là, Tax Eater et loi crépusculaire. OK. Fait que ça, c'est le podcast de 2 semaines. Parce que, tu sais, je veux pas être plate là, pour les amoureux de la langue française, mais Tax Eater, moi, je trouve que c'est mieux de laisser, tu sais, mangeur de taxes, là, c'est... Okay. Je sais pas. Fait que moi, dans YouTube, ça, c'est une forme d'intelligence artificielle qui fait ça. Dans YouTube, je suis capable de sortir le verbatim. Okay? Ça, là, tout ce qu'on a dit dans le podcast, là, j'ai le verbatim. C'est écrit tout croche. Okay? Si vous lisez les phrases là-dedans, c'est pas parfait, tout ça. C'est du sous-titrage. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Puis c'est notre langage parlé avec des hésitations puis des répétitions. Regardez ce que je fais ici. Je vais le mettre un peu plus gros. J'essaie de vraiment m'assurer que vous le voyez bien. Là. Peux-tu me résumer ce podcast en 500 mots? C'est assez simple. Dans ce podcast, les animateurs débattent de la manière d'introduire des principes de libéralisme économique dans un contexte où une grande partie de la population travaille pour le gouvernement ou dépend de lui pour des subventions et des aides sociales. Il évoque les défis de convaincre les politiciens... La première phrase est déjà 100% parfaite. Il évoque les défis de convaincre les politiciens de réduire la taille de l'État, étant donné que beaucoup de personnes dépendent de l'emploi gouvernemental et des programmes étatiques. Le débat s'oriente vers l'examen des dépenses gouvernementales qui dépassent l'optimal dans toutes les provinces canadiennes, sauf l'Alberta, selon une étude. Les amateurs discutent des implications de ces dépenses et de l'influence des incitations gouvernementales sur les comportements économiques et politiques. Ils soulèvent également l'idée que malgré les propositions de réduction de l'État lors de campagnes électorales, la réalisation de ces réformes semble difficile une fois au pouvoir. La conversation aborde ensuite la gestion de l'efficacité des fonctionnaires, critiquant la tendance de la surbureaucratisation et à l'inflation des coûts administratifs qui ne contribuent pas nécessairement à une meilleure prestation des services publics. Les animateurs examinent des solutions pour rendre l'administration plus efficiente, notamment par des réformes structurelles qui obligeraient une réévaluation régulière et rigoureuse des programmes gouvernementaux. Ils discutent aussi des sunset laws, des lois qui imposeraient une expiration sur les programmes gouvernementaux, sauf si leur renouvellement est explicitement approuvé par le législateur. Ce mécanisme forcerait une discussion périodique sur l'utilité et l'efficacité de chaque programme, limitant ainsi l'expansion automatique de l'État et du nombre de fonctionnaires. Enfin, il argumente que de telles réformes, bien qu'elles puissent sembler contre-intuitives ou impopulaires au premier abord, pourraient engendrer une gestion plus responsable et rationnelle des ressources publiques et potentiellement transformer la dynamique politique en favorisant des décisions plus réfléchies et justifiées économiquement. Es-tu d'accord avec ce qui se dit là? Écoute, des petites nuances qui sont triviales, voire insignifiantes. Si tu avais mis ça, mettons que tu avais écrit ça de ta main, puis tu l'avais mis sous la description du vidéo qui sort ce jeudi, si je ne m'abuse, sur YouTube, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube.
j'aurais trouvé ça 100% acceptable. J'aurais pas bronché, ça m'aurait pas fait réagir. Puis je peux lui demander plein de choses. Peux-tu me le faire en 10 bullet points? Dépendance de l'État. Défis politiques, problèmes de dépenses, impact des incitations. Les programmes gouvernementaux influencent fortement le comportement économique et politique. Échec des réformes, surbureaucratisation, sunset laws, évaluation des programmes, réformes structurelles, transformation politique. Fait que tu sais, c'est quand même fort. Puis, check, on s'amuse-tu? Fais-moi un tweet percutant dénonçant tous les fonctionnaires du Québec. Tous les politiciens. Les politiciens. Fonctionnaires n'ont rien fait de mal. Non, corrige-le un petit peu, s'il te plaît. Je veux faire un test. Vas-y. Fais-moi un tweet percutant dénonçant les mangeurs, les tax eaters discutés dans l'épisode. Dans la vidéo ou dans la source. Je ne sais pas comment tu l'as décrit dans le premier prompt. Là. Le tweet s'en vient. Les tax eaters gonflent les coûts sans améliorer nos services. Il est temps de revoir la justification de chaque programme public avec des sunset laws. Ne laissons pas la bureaucratie dévorer nos ressources sans rendre des comptes. Ah si! Écoute, le tweet est parfait. On le met-tu? Ben, écoute, why not? Mets-le avec... Non, mais mettons-le, puisque ça sort demain. Mettons-le avec la vidéo quand elle va sortir. Non, on va le mettre direct là. Pas de temps. En fait, il faudrait qu'il y ait un compte X du trio et que tous les tweets soient AI generate. Faudrait savoir, ce qui serait encore plus le fun, c'est d'automatiser le processus encore plus. Ou est-ce qu'on fait juste le dire, puis après ça, il passe directement de ChatGPT au fait que là, le 17 avril 2024, 3h20, si vous allez fouiller sur mon compte Twitter, vous avez un tweet entièrement généré par ChatGPT d'une manière extrêmement simple en prenant les sous-titres d'un podcast. Je peux-tu souligner quelque chose de comique dans ce que tu viens de faire qui nous ferait largement plaisir? Quand je dis c'était une affaire de Patreon, c'est qu'il y a quelqu'un qui me demandait de montrer éventuellement comment on faisait des trucs comme ça avec GPT. Ah, OK. Ben, quand tu dis que la plupart des gens qui travaillent en politique, c'est souvent du make work pour les staffers. Mais là, ce que tu viens de faire, là, il y en a mettre 10 dehors. Tu viens de mettre exactement, tu viens de mettre tu viens de mettre la moitié de la job de l'attaché de presse de PSPP dehors. Mais écoute, c'est quoi qui est le fun pour eux autres? C'est qu'ils vont pouvoir mettre tous les gars nerds qui avaient comme attaché politique qui produisaient du contenu dehors, puis ils vont pouvoir engager plus de pitons. Parce que les budgets ne changeront pas. Non, c'est ça, les budgets ne changeront pas. Mais tu sais, quand tu disais, il y a ce qu'on disait, il y a ce qu'on voit. On va rajouter avant. Quand on disait, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Là. Une autre affaire qu'on ne voit pas, qui a été libérée, entre guillemets, par... Non, c'est ça, qui a été libérée par l'arrivée, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est comment ça peut pousser des gens à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est mieux une école d'entrepreneuriat avec des professeurs d'entrepreneuriat ou simplement l'arrivée de ChatGPT de même qui arrive, puis là, on nomme lui, mais ça pourrait être d'autres. Tu vois, j'ai juste marqué sur Google « Business Idea with ChatGPT ». Il y a des liens et des liens et des liens à n'en plus finir. Un gars qui a mis une vidéo sur YouTube qui était vue des centaines de milliers de fois. 50 business ideas using ChatGPT. How to use ChatGPT to build your own business. 5 business ideas with ChatGPT. Puis là, il y a des subreddits. J'arrive dessus. Là, il y a quelqu'un qui dit quelles sont vos meilleures idées de business en utilisant ChatGPT. Puis là, il y a un gars qui répond freelance, pas tant de choses. Voici quelques idées d'entreprise à lancer avec ChatGPT. Un chatbot de service client. Vous pouvez créer un chatbot de service client basé sur GPT pour répondre aux questions des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce type de chatbot peut être utilisé dans de nombreuses industries telles que e-commerce, finance, etc. Une plateforme de génération de contenu, un outil de recherche, une application de recommandation, une plateforme d'apprentissage, un outil de traduction. Là, regarde, ça commente. Les gens répondent. Écoute, entre eux autres. Ce qui est encore mieux, c'est que, puis ça, c'est encore... ChatGPT, moi, par exemple, cette année, je vais faire un test parce que cette année, j'ai une sabbatique.
Donc, je suis Ah envoyé ouais? pour. Je suis en sabbatique. En fait, mon contrat me permet d'avoir, avant d'être professeur Tu permanent. travailles-tu des fois, toi? Oui, tous les jours. Tous les jours. C'est juste que tu penses que je travaille pas. Yann, il aime ça prétendre que je suis une sorte de paresseux qui fait rien de ses journées. Ça rentre dans le personnage. Ça rentre dans le personnage que Yann a décidé de m'inventer, puis je vais laisser Yann s'amuser avec ça. Écoute, Hey, Yann, juste dire, on a déjà 11 likes et 3 retweets. super. Mais Hey, je vais faire de l'argent avec ça. Moi, je suis monétisé en plus. Tu vois, une autre idée de business. Écoute, là, Yann m'a fait perdre le fil. À chaque fois, Yann, c'est ça qui se passe. C'est ma Yann, job, C'est que tu étais man. dans ta sabbatique. Oui, c'est ça. Fait que j'ai demandé de ne pas avoir un assistant de recherche cette année pour m'aider à entrer des vieilles données. Je veux tester avec ChatGPT des images anciennes, puis de l'entraîner à faire de la reconnaissance de vieux textes. Je pense pas qu'on peut l'entraîner à GPT, par exemple. Non, mais tu sais, dire avec des prompts principaux, c'est-à-dire, regarde, voici cette page-là, ça, c'était un F. C'est pas un S. C'est un vieux. Ce vieux F-là, dans cette époque-là, c'est un S. Ça veut dire qu'il vient de te dire que c'est au pluriel. Peux-tu corriger le calcul que tu as fait sur ça? Fait que là, par exemple, c'est que je vais donner, puis je l'ai commencé un peu, je donne des vieilles pages de livres de compte qui étaient écrits à la main, puis j'ai dit, donne-moi le total des dépenses sur cette page-là pour le mois de septembre 1841. Ah, mais ça, j'ai déjà testé quelque chose comme ça. Hein. Te rappelles-tu le post de Nicolas Gagnon? Ça, c'est les Taxpayer Federation. Quand ils ont sorti les députés fédéraux avec Denis Trudel qui avait extensionné d'une semaine, les gars, ils ont publié le fichier Excel bien rough. Là, ils ont garoché ça, puis ils disaient un peu comment ça coûte, puis il y avait la liste de députés, il y avait 88 députés de mémoire, ainsi de suite. Moi, j'ai pogné le fichier, c'était écrit tout petit, j'ai pogné ça, j'ai sacré ça dans GPT, parce que tu peux mettre des fichiers à cette heure dans GPT, puis j'ai dit, il y a combien de députés bloquistes là-dedans, peux-tu me faire la liste des noms? Il dit, il y en a 19, un peu de mémoire, mais c'est pas grave. Il y en a 19, mais faites la liste des noms. Je les ai vérifiés un par un, et ils ne s'étaient pas fourrés. Ils étaient tous là. Ça. Il n'en manquait aucun. Moi, il était arrivé avec un 0,5% d'erreur. Quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, ChatGPT, pour moi, là, c'est un instrument de recherche. Je lui dis, j'ai ce code, il y a un problème, comment je le corrige, qu'est-ce que j'ai fait de croche. Voici une preuve mathématique que j'ai faite. Je le sais qu'à la ligne 3, donc l'équation 3, je le sais que j'ai fait une erreur de notation, je ne suis juste pas capable de l'identifier. Peux-tu me dire c'est quoi? Il est capable de spotter des erreurs de logique profonde. C'est immensément puissant comme outil. Puis quand je dis que c'est bias contre les gens les plus qualifiés, pas les gens les moins qualifiés, ça, là, tout ce qui était là-dedans, c'était ce que moi était beaucoup plus de travail pour moi avant. Puis normalement, ça aurait fait que j'aurais été dans une équipe de recherche où j'aurais occupé une mission particulière d'entrée de données. Maintenant, là, il y a des aspects de ce que je faisais qui étaient avant qui sont maintenant plus nécessaires. Avec ChatGPT, si tu es capable de faire du OCR. Fait que moi, je suis en train de me réinventer dans d'autres affaires pour justement pas que mon skill de collection de données devienne inutile. Hey, ça va être l'heure de Patreon. Je viens de voir un de nos abonnés, justement, c'est en lisant un commentaire d'abonnés dans mes courriels qui me parlait de Lub Godbout, qui me fait penser que ce serait le temps de switcher. Tu sais qu'il est gentil avec moi. Il a tort, mais t'es pas obligé de l'insulter autant. Là. Non, mais les gens vont comprendre quand ils vont écouter la partie Patreon du show du 17 avril. T'es pas du monde. Non, pas du monde. Pas du monde.